Ça, c'est un polynôme. Idem pour ça, et ça aussi. Bref, vous avez compris l'idée. Mais qu'est-ce qui se passe si on rajoute un petit signe moins en face des exposants là? Eh bien, que vous le vouliez ou non, aujourd'hui, c'est de cela qu'on va parler. Salut petits scientifiques! Aujourd'hui, le sujet du jour, les polynômes. Plus précisément, nous allons surtout nous intéresser sur les polynômes du second degré, ainsi que leur version avec les exposants négatifs. Mais d'abord, rappelons ce que c'est qu'un polynôme en général. Bien! Alors, pour commencer, qu'est-ce que c'est qu'un polynôme? Formellement, un polynôme est une somme de monômes. Vous savez sûrement que le préfixe mono signifie un en étymologie, et nôme ça veut dire tout simplement terme. Donc monôme c'est un terme en fait. Et de la même manière, un polynôme ce serait tout simplement un ensemble de termes. Plus spécifiquement, un polynôme peut s'écrire de la manière suivante. C0 plus C1 fois x exposant 1 plus C2 fois x au carré, etc. jusqu'à Cn fois x exposant n. Ici, les nombres C0, C1, C2 jusqu'à Cn, c'est ce qu'on appelle les coefficients du polynôme, suivis de puissances successives de x. De plus, ici, n représente le degré du polynôme, entre autres l'exposant le plus grand. Comme dit précédemment, aujourd'hui nous allons surtout nous intéresser au polynôme du second degré, donc avec n égale 2. C'est vrai qu'en général, on met les puissances les plus grandes à gauche, donc c'est ce qu'on va faire. Et conventionnellement, on n'écrit pas ces coefficients C2, C1, C0, mais on les écrit plutôt A, B et C. Ce qui nous donne ax au carré plus bx plus c. Ces polynômes sont extrêmement utiles en mathématiques. Cela veut dire qu'autour de ces polynômes du second degré, on possède une multitude d'outils. L'une d'entre elles étant notamment une certaine formule permettant de trouver les racines du polynôme du second degré. Pour rappel, les racines d'une fonction en général, c'est la valeur de x pour laquelle la courbe croise l'axe des x. Mais aujourd'hui, j'ai envie de la démontrer cette formule. Comme ça, vous avez un moyen de comprendre d'où elle sort. Et ici l'idée, c'est d'essayer de faire un peu comme on fait d'habitude. Ce que j'appelle par d'habitude, c'est d'isoler x. Par exemple, dans une équation du style x plus 5 égale 2, ce qu'on essaye de faire, c'est d'isoler x. C'est pour ça qu'on soustrait 5 des deux côtés. Donc pourquoi pas essayer de faire la même chose ici? Ok, alors par quoi commencer? Eh bien ici, l'idée principale qui va nous guider dans la démonstration, ce sera d'essayer d'apparaître une identité remarquable. C'est-à-dire a plus b le tout au carré égale a carré plus 2ab plus b au carré. Sauf que là, on va pas chercher à obtenir a plus b le tout au carré, on va plutôt chercher à trouver a carré plus 2ab plus b au carré. Donc dans l'autre sens en fait. Ici, on remarque déjà une sorte de point de départ, c'est le x au carré. Parce que vous voyez que dans a au carré plus 2ab plus b au carré, on a un truc au carré premièrement. Maintenant, ce qui nous dérange, c'est le a. Donc il faut trouver un moyen de le détacher du x. Pour moi, ça s'apparente directement à une factorisation. Plus précisément, on va factoriser ax au carré plus bx par a. Pourquoi me direz-vous? Eh bien, parce que dans notre identité remarquable, on a un plus 2ab. Donc ça veut dire que dans le deuxième terme, il faut forcément retrouver a, qui est ici l'équivalent de x. On ne peut pas inclure c parce que ça équivaut ni à a ni à b. C'est pas fini du tout là, il nous manque plein de trucs. Déjà il nous manque le x2 et il nous manque le b. L'astuce ici c'est d'artificiellement multiplier par 2. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien en fait on va un peu forcer une multiplication par 2, mais il faut faire attention de l'annuler juste après. Un peu comme notre factorisation de bx par a. On a factorisé par a et on divise par a juste après pour compenser. On va ajouter un x2 ici, mais on l'annule juste après en divisant par 2 le b sur a. Je sais que ça peut faire un peu mal à la tête d'avoir une fraction divisée par un truc, mais n'oubliez pas que a sur b, c'est la même chose que a fois 1 sur b. Donc ici, b sur a sur 2, ça équivaut à b sur a fois 1 demi, l'inverse de 2, ce qui donne b sur 2a. Ok, donc maintenant notre identité remarquable commence réellement à prendre forme. Et ici, techniquement, on a une valeur pour b. C'est b sur 2a.
Donc on va procéder exactement de la même manière. On va ajouter artificiellement b sur 2a le tout au carré. C'est notre b au carré de l'identité remarquable. Et on l'enlève juste après. Et bingo, maintenant on retrouve notre identité remarquable. Où a équivaut à x et b équivaut à b sur 2a. Donc en réfléchissant dans l'autre sens, tout ça, ça se simplifie en x plus b sur 2a, le tout au carré. Ok, c'est pas mal, mais là il nous reste quand même beaucoup de choses à faire. Déjà, moins b sur 2a le tout au carré, c'est simplement égal à moins b au carré sur 4a carré. J'ai juste mis au carré le numérateur et le dénominateur. Et ensuite, ce serait pas mal de le faire sortir de notre parenthèse là. Et pour faire ça, il suffit simplement de multiplier par a. Ce qui nous donne ceci. Et maintenant, ce qui est pas mal d'avoir eu notre expression au carré à gauche, c'est qu'on va chercher de faire la racine carrée de cette expression pour ensuite libérer la variable x. Bon, déjà, ce serait pas mal de déplacer tout ça à droite. Ensuite, on divise par a pour isoler l'expression au carré. À droite, on obtient moins c sur a plus b carré sur 4a carré. Alors techniquement, on pourrait déjà faire la racine carrée maintenant, mais avant, essayons de tout mettre au même dénominateur. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va multiplier par 4a au numérateur et au dénominateur au niveau de moins c sur a. On peut donc additionner les numérateurs. Et maintenant, on peut effectuer la racine carrée des deux côtés. Ce qui nous donne d'une part x plus b sur 2a, et d'autre part, plus ou moins racine carrée de moins 4ac plus b au carré sur racine de 4a carré. On soustrait moins b sur 2a des deux côtés pour enfin isoler x. Racine carrée de 4a carré, c'est simplement 2a. Et au-dessus, je trouve que c'est plus joli d'écrire ça b carré moins 4ac. Les deux fractions sont déjà au même dénominateur, donc on peut juste soustraire par moins b. En mettant le moins b tout à gauche de la fraction, on obtient, pour finir, x est égal à moins b plus ou moins racine carrée de b carré moins 4ac sur 2a. Voilà, on vient de trouver une formule qui permet de calculer la valeur de x, qui représente, pour rappel, les racines de notre polynôme. Je vais juste simplifier cette écriture, parce que conventionnellement, b au carré moins 4ac, c'est égal à delta. C'est ce qu'on appelle le discriminant. Ça revient en même, simplement ça permet de simplifier l'écriture. Tiens, d'ailleurs, pourquoi ça s'appelle le discriminant? C'est quelque chose qui discrimine certaines choses, donc en gros qui les distingue. En fait, oui, effectivement, ça permet de distinguer différents cas qui permet de déduire le nombre de solutions. Parce que, quand on y pense, b au carré moins 4ac ne peut pas être négatif. Pourquoi? Parce que sinon ça reviendrait à faire une racine carrée négative. Et ça, dans les réels, ça n'a absolument aucun sens. Ensuite, si delta est positif, eh bien là, on a deux solutions. Le plus ou moins sous-entend qu'il y a une version positive et une version négative. Et ensuite, on a un dernier cas, qui je trouve est assez intéressant, c'est lorsque delta est égal à 0. Dans ce cas-là, on aurait moins b plus ou moins racine carrée de 0, sauf que racine carrée de 0 c'est 0. Donc, si delta est égal à 0, déjà il n'y a qu'une solution dans les réels, et cette unique solution est égale à moins b sur 2a. Tiens, je vais juste rester là-dessus un peu plus longtemps, mais avant, je tenais à vous rappeler que dans une équation du style quelque chose avec x égale y, x représente littéralement l'abscisse d'un ou des points, et y représente effectivement leurs ordonnées. Dans le cas de notre équation du second degré, on se demande quelles sont les valeurs des abscisses des points sur la courbe au niveau de y égale 0. Oui, c'est littéralement la définition d'une racine. Donc cela veut dire que lorsque delta est égal à 0, le seul point représentant l'unique solution de l'équation a pour abscisse moins b sur 2a et pour ordonnée 0. Et maintenant regardez sur GeoGebra, en fait lorsque delta est égal à 0, la parabole du polynôme touche l'axe des x une fois en fait. C'est pour ça qu'il n'y a qu'une solution. Et en fait le point qui représente cette racine, dans ce cas elle correspond aussi à ce qu'on appelle l'extrémum. En gros le minimum ou le maximum. Donc reformulé autrement, ça veut dire que lorsque delta est égal à 0, eh bien l'extrémum du polynôme du second degré a pour abscisse moins b sur 2a et pour ordonnée 0. Et d'ailleurs, comme par hasard, pour un polynôme du second degré quelconque, l'abscisse de l'extrémum est toujours égale à moins b sur 2a en fait. Mais qu'en est-il de l'ordonnée?
Eh bien, il ne faut pas oublier non plus que lorsqu'on regarde une certaine fonction, eh bien les images de cette fonction sont représentées sur l'axe des y. Donc l'ordonnée de notre extrémum, c'est tout simplement f de moins b sur 2a. Conventionnellement, on écrit moins b sur 2a est égal à alpha. Et f de alpha donc, c'est égal à bêta, aussi par convention. Bon, alors, un petit topo de ce qu'on vient de faire. On vient de déterminer une formule quadratique, les coordonnées de l'extrémum. Maintenant, on va étudier ses variations. Honnêtement, c'est assez simple, parce que les variations d'un polynôme du second degré dépendent uniquement du signe de a. C'est pour cette raison que a est appelé le facteur dominant. Lorsque a est positif, le polynôme est décroissant de moins l'infini jusqu'à 0, puis croissant de 0 à plus l'infini. Et lorsque a est négatif, eh bien c'est tout simplement l'inverse. Sans oublier que a ne peut pas être égal à 0 par définition. Et finalement, dernière chose que je voulais aborder avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est de parler des signes du polynôme, tableau de signes, etc. Bon là, malheureusement pour vous peut-être, ça ne dépend pas que de a, mais ça dépend aussi de delta. Un peu comme nos solutions de tout à l'heure. Dans le cas où a est positif, si delta est supérieur à 0, pour rappel ça veut dire que le polynôme a deux racines, donc ça veut dire que de moins l'infini jusqu'à x1 c'est positif, de x1 jusqu'à x2 c'est négatif, et de x2 jusqu'à plus l'infini, bah, c'est repositif. x1 et x2 représentant les racines du polynôme. Maintenant, un peu plus simple, lorsque delta est égal à 0, eh bien là, on sait qu'il y a uniquement une racine, et d'ailleurs c'est moins b sur 2a. Donc c'est positif de moins l'infini jusqu'à moins b sur 2a ou alpha, et ensuite d'alpha jusqu'à plus l'infini, c'est aussi positif. Et pour finir avec le cas où a est positif, le cas le plus simple d'ailleurs, c'est lorsque delta est inférieur à 0. Parce que là on sait qu'il n'y a tout simplement pas de racine dans les réels. Donc ça veut dire que c'est tout simplement positif tout le temps. Donc de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Bien, on a fini avec le cas où a est positif. Maintenant je vais résumer le cas où a est négatif. Parce que c'est simplement l'inverse. Et sinon c'est exactement les mêmes intervalles. Phew, ça fait beaucoup de choses à assimiler, n'est-ce pas? C'est pas grave si vous retenez pas tout ou si vous comprenez pas tout. L'espace commentaire est fait pour ça d'ailleurs. Et sinon ça ne dérange pas plus que ça pour la suite. Maintenant que vous êtes des experts sur les polynômes du second degré, rentrons maintenant dans la problématique de départ. Qu'est-ce qui se passe si on met des exposants négatifs? Ce que je veux dire par « qu'est-ce qui se passe ?» c'est que j'ai envie de comparer cette nouvelle expression à un polynôme du second degré. Ah, car oui, pour information, ça ce n'est pas un polynôme. Parce que le degré n du polynôme est forcément un entier non nul. Sauf que ici, bah, c'est négatif. Étant donné qu'on ne sait pas vraiment ce que c'est pour le moment, je vais inventer un tout nouveau terme pour les décrire, les hypernomes. Oui, je sais, je suis qu'un élève lambda qui crée des noms à tout va. Et alors? En tout cas, le nom n'est que temporaire. On va procéder exactement dans le même ordre qu'avec les polynômes du second degré. C'est-à-dire qu'on va commencer avec la nouvelle formule quadratique. La technique est d'essayer de refaire apparaître une équation du second degré. Et à propos de ça justement, on remarque que pour obtenir une équation du second degré, il suffit simplement de multiplier par moins 1 au niveau des exposants. Donc c'est ce qu'on va faire. On va poser une variable grand X qui est égale à x exposant moins 1. À quoi ça sert? Eh bien tout simplement parce que x exposant moins 2 peut se réécrire comme x exposant moins 1, le tout au carré. Pour rappel, la puissance d'une puissance, ça revient à multiplier les exposants. Et moins 1 fois 2, ça fait bien moins 2. Donc, réécrit comme ça, on peut remplacer tous les x exposant moins 1 par grand X. Ce qui nous donne une équation du second degré. Mais attention, ici la variable c'est grand X, donc il faudra pas l'oublier pour après. Étant donné qu'on connaît déjà la formule quadratique pour ce genre d'équation, on sait que grand X est égal à moins b plus ou moins racine carrée de delta sur 2a. Et maintenant on va remplacer grand X par x exposant moins 1. Et maintenant, on peut mettre les deux membres de l'égalité à la puissance moins 1. Ce qui nous donne
x est égal à 2a sur moins b plus ou moins racine carrée de delta. On peut donc en conclure que les racines de notre hypernome, c'est tout simplement l'inverse de la formule quadratique. Ce qui est assez intriguant, mais pas si étonnant parce que pour rappel, les exposants négatifs c'est juste des fonctions inverses, ou des variantes. D'ailleurs, à propos de cette formule, donc toutes les conditions de delta pour les nombres de solutions restent valables, simplement il y a une nouvelle condition. Parce que maintenant, le dénominateur peut être égal à 0, contrairement à avant, où au dénominateur on avait 2a. Pour rappel, a ne peut pas être nul. Sauf que dans cette nouvelle formule, il n'y a rien qui interdit le dénominateur à être égal à 0. Donc, il faut rajouter que moins b plus ou moins racine carrée de delta ne peut pas être égal à 0. Maintenant, on va enchaîner sur les coordonnées de l'extrémum. On va utiliser la même approche que précédemment, même si ce n'est pas une preuve, mais au moins vous avez une idée. On va voir ce qui se passe lorsque delta est égal à 0. Et bien, dans le cas des polynômes du second degré, on avait moins b sur 2a comme unique solution. Là, vu qu'il y a tout qui est inversé, eh bien ça devient 2a sur moins b, ou moins 2a sur b. Donc en fait, c'est l'inverse de alpha. Avec ça qui est dit, on voit comment maintenant, l'abscisse de l'extrémum de notre hypernome est égale à 1 sur alpha, et donc l'ordonnée ce serait égal à f de 1 sur alpha. Ici on peut pas mettre 1 sur bêta, attention. Ensuite, à propos des variations, ça ne dépend toujours que de a, comme précédemment. En revanche, c'est tout de même beaucoup plus compliqué qu'avec les polynômes du second degré. Lorsque a est positif, c'est décroissant de moins l'infini jusqu'à 1 sur alpha, autrement dit jusqu'à l'extrémum. Ensuite, c'est croissant de 1 sur alpha jusqu'à 0, mais 0 exclu car vous savez très bien que diviser par 0 c'est impossible. Et ensuite, c'est décroissant de 0 exclu jusqu'à plus l'infini. Et qu'en est-il lorsque a est négatif? Eh bien justement, c'est ce qu'on va voir maintenant. Sauf que là, c'est pas aussi simple que juste inverser toutes les variations. Donc c'est décroissant de moins l'infini jusqu'à 0 exclu, puis croissant de 0 exclu jusqu'à 1 sur alpha, et ensuite décroissant de 1 sur alpha jusqu'à plus l'infini. Et pour les signes maintenant, eh bien je vous donne ça comme job. Essayez de déterminer les signes de notre hypernome, en vous aidant par exemple de GeoGebra, et en prenant en compte les racines et 1 sur alpha. Bon, d'ailleurs j'en ai marre de faire durer le suspense, parce que ça s'appelle pas un hypernome en réalité, c'est ce qu'on appelle des fonctions rationnelles. Il y a bien évidemment bien plus à savoir à propos des polynômes et des fonctions rationnelles, mais dans tous les cas ce sera tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker. Sinon, vous pouvez faire part de vos remarques et critiques en commentaire. Et si vous ne voulez pas rater le fil de publication des vidéos, n'oubliez pas de vous abonner. Sur ce, moi je vous dis à bientôt sur Lucky Science.